Bonjour, bienvenue dans le Culture Mag. Nous allons ensemble faire le tour de ce qui se fait de mieux sur la scène des arts et du lifestyle, ici et là-bas. Avec aujourd'hui, au sommaire, un focus sur Marcel Gottlieb. Pour les fans de BD, pour la génération 70-80, Gottlieb est celui qui, en France, a créé le personnage de Super Dupont. Il a créé la rubrique à braque et lancé les magazines, notamment Flûte glaciale et l'Écho des savanes. Gottlieb fête ses 80 ans, une exposition lui rend hommage. Dans ce journal, également, nous vous ferons découvrir un projet télé nouveau. C'est un concept de jeu israélien qui permet au public de jouer de chez lui sur son portable en direct avec l'écran. Son nom, c'est The Big Picture. Et puis enfin, nous vous ferons découvrir une initiative des femmes en prison à Rennes qui ont lancé leur magazine. Il est titré Citadelle. Le 4e numéro vient de voir le jour. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à i24 News. La créatrice de mode, Len Brainscott, a été retrouvée pendue dans son appartement. Elle allait fêter ses 50 ans. Ellen Brainscott était la compagne de Mick Jagger. Anna Wintour, la puissante rédactrice en chef du Vogue, a regretté la perte d'une très grande perfectionniste. Sandy Fortis, bonjour. Alors, qui était Ellen Brainscott? Parce que malgré son petit ami Mick Jagger, on a l'impression qu'elle n'a pas vraiment utilisé cette notoriété-là pour sa gloire à elle. C'est vrai, elle était déjà dans le monde de la mode bien avant sa rencontre avec Mick Jagger et elle n'a pas eu besoin de lui pour se faire un nom, même s'il a toujours soutenu et accompagné tout au long de sa carrière. Et alors, elle venait d'où, cette femme? Elle venait de l'Utah. Son vrai nom, c'était Luann Banbrough. Elle a été adoptée. Elle a grandi dans une famille mormone à Roy. Et elle devient mannequin à l'âge de 17 ans à Paris. Et c'est un grand mannequin parce qu'elle mesure quand même 1m93. Oui, on voit la différence de taille quand même avec Mick Jagger. Alors, elle change de prénom. Elle devient Ellen Brainscott. Et elle pose pour les plus grands photographes des années 80, de Guy Bourdin à David Bailey, en passant par Jean-Paul Goud. Elle est par ailleurs parmi des favorites des grandes maisons comme Thierry Mugler et Chanel. Alors, rapidement, elle se rend compte qu'elle préfère dessiner les robes plutôt que de les porter. Donc, elle s'installe comme styliste dans les années 90 à Los Angeles. Sa campagne de pub pour le parfum White Diamonds d'Elizabeth Taylor assied bien sa réputation. Elle collabore ensuite avec des grands noms comme Karl Lagerfeld, entre autres. Et elle a récemment fait une campagne pour Banana Republic, dont on peut voir maintenant les images. Elle participe aussi à la réalisation de costumes de films. C'est d'ailleurs dans l'un de ses films Shine a Light, le tournage d'un documentaire de Martin Scorsese sur les Rolling Stones, qu'elle a rencontré Mick Jagger en 2001 et que les deals commencent. Alors justement, on regarde les images. Là, c'est le style de Ellen Brainscott. Quel était le style de mode qu'elle faisait? Alors, sa signature de mode, c'est plutôt une silhouette à son image, élancée, étirée à grands coups de jupe crayon et de taille étranglée. Un mélange entre élégance et influence vintage. Son sens de la mode et ses collections glamour ont rapidement séduit les stars. Beaucoup font appel à elle, comme Sarah Jessica Parker, Angelina Jolie, Nicole Kidman et Michelle Obama, pour qui elle a confectionné plusieurs tenues lors de la 2e campagne présidentielle de son cher époux. C'est un site très, très joli. Est-ce qu'il y a des réactions nouvelles après la disparition de cette jeune femme? Évidemment, Mick Jagger était le premier à réagir. C'était par le biais de son porte-parole. Il s'est déclaré complètement choqué et dévasté. Il y a eu d'autres réactions via Twitter. Marc Jacobs a tweeté « Repose en paix, Ellen Brainscott, tu nous manqueras toujours ». L'actrice Olivia Wilde a quant à elle écrit « Ellen Brainscott était brillante, élégante, douce et généreuse. Merde, toutes mes pensées vont à ses proches, quelle tragédie ». Alors, comme souvent, des rumeurs courent autour de ce décès soudain. Selon le Daily Mail, la designer avait près de 6 millions de dollars de dettes. Alors, autre bruit de couloir, Mick Jagger aurait récemment mis fin à leur relation, ce qui aurait été la cause de son annulation du défilé à la Fashion Week de Londres le 16 février dernier. Mais cette rumeur a rapidement été démentie par le chanteur. D'après le Daily Mail, à la question de savoir s'il était toujours en couple avec la créatrice avant son décès, Mick Jagger aurait répondu « évidemment ». On rappelle les faits en quelques secondes. Oui. C'est son assistant qui a découvert son corps à son appartement de la 11e avenue à Manhattan. Elle lui avait demandé de le rejoindre 1 heure auparavant en lui envoyant un petit message. Et la piste du suicide serait donc privilégiée, mais le médecin légiste n'a pas encore rendu ses conclusions, d'autant qu'elle n'a laissé aucun message, aucune note près de son corps. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci Sandy Fortis sur la mort de Ellen Brainscott, la compagne de Mick Jagger et une créatrice de mode tout à fait talentueuse. Merci beaucoup Sandy Fortis.
De la mode encore, les Fashion Week se multiplient sur la surface du globe, mais elles ne se ressemblent pas toutes. À Tokyo, ce sont les collections automne-hiver qui ont démarré cette semaine avec flamboyance. Et puis sur le podium, une vingtaine de créateurs, parmi lesquels des designers thaïlandais. La mode au Japon se termine le 22 mars. Et puis, pendant ce temps, le Yémen se lance aussi sur le terrain de la légèreté, de la futilité apparente, en organisant à sa façon sa première Fashion Week. On peut le voir sur les images, ça se passe à Sanaa, des bijoux, des abayas, des femmes voilées ou non. Tradition et modernité, ces défilés de mode sont placés sous les auspices du ministère du Tourisme yéménite. Direction Israël maintenant, nous vous emmenons dans les coulisses d'un nouveau jeu télévisé. C'est titré The Big Picture. C'est un quiz d'un genre nouveau puisque le public peut jouer de chez lui. Les images que vous allez voir sont des images d'un pilote car le projet télé va être montré en France en avril au salon des projets télé au MIP TV. Alors c'est une exclusivité que nous vous proposons, une exclusivité i24 News pour le Culture Mag. The Big Picture, c'est un nouveau jeu télévisé. L'originalité de ce quiz, les participants doivent répondre à des questions, toutes liées à des photos. Un jeu qui s'inspire de la tendance du sharing, le partage des images sur les réseaux sociaux. En toile de fond, la volonté de surfer sur la tendance du multitasking, c'est-à-dire en combinant télé et téléphone portable. Voilà de la télé qui n'est pas passive. Vous ne regardez plus la télé tout en absorbant le contenu, mais vous êtes partie prenante de ce contenu. Et je suis sûr que c'est ce que tout le monde veut. Au moyen d'une application dédiée, le public peut participer à l'émission en utilisant son smartphone tout en regardant l'émission. En jeu, un jackpot d'1 million de dollars. Une émission présentée par l'ancien animateur d'Australian Idol, le pop star australien Andrew Gunserg. Ça permet aussi aux gens de jouer avec leur téléphone en main, de prendre part au jeu en direct et de gagner de l'argent. Pour la première fois, les téléspectateurs à la maison peuvent jouer et ainsi aider les candidats présents avec nous en studio. L'objectif annoncé, c'est bien sûr de mieux fidéliser les téléspectateurs. Détail amusant, le créateur du concept, Nimrod Harel, est aussi illusionniste, très connu des téléspectateurs israéliens. Une expérience qu'il a inspirée dans le processus de développement. Une partie de mon savoir consiste à savoir comment créer une illusion. Ici, il s'agit d'une gigantesque illusion, puisque je veux que les gens chez eux rentrent dans notre écran. Les producteurs de l'émission ont créé un pilote à grande échelle dans un studio en Israël, dans le but d'étendre ce concept au monde entier. Un concept qu'ils tenteront de vendre en avril prochain à l'occasion du MIP TV de Cannes. Voilà une émission exclusive, c'est un reportage signé Avery Rosenzvi avec David Gomba. À suivre, Marcel Gottlieb, le grand dessinateur français de BD, va fêter ses 80 ans. Une exposition lui rend hommage, mais pour l'heure, on vous propose les highlights. C'est l'agenda des expositions dont il faut avoir entendu parler, à défaut de les avoir vues. Le Muséum national d'histoire naturelle fait chanter des pierres préhistoriques. Des milliers d'années après leur fabrication, des pierres musicales du Sahara néolithique vont revenir à la vie lors d'une soirée exceptionnelle. Dans le cadre d'un conte musical créé pour le 80e anniversaire de l'Orchestre national de France, ces lithophones se réanimeront sous les mains de 4 percussionnistes de Radio France. Un concert unique puisque dès la fin de la soirée, les 23 instruments de musique réintégreront les réserves du musée parisien. Profitez donc de l'occasion, ce sera le 22 mars. La plus large exposition jamais consacrée à Sharon Yahari, c'est du moins ce qu'annonce le musée d'art de Tel Aviv. 80 clichés de taille et de techniques différentes tentent de donner un aperçu de l'œuvre de ce photographe qui, depuis des décennies, témoigne d'un contexte mélancolique entre réalisme et idéalisme. Couleur, noir et blanc, numérique ou argentique, Sharon Yahari est un touche-à-tout. Parallèlement à cette exposition, un livre Leap Toward Yourself, publié par la prestigieuse maison d'édition allemande Stedel. L'exposition, elle, reste ouverte jusqu'au 26 avril. À Londres, la National Gallery présente une exposition exceptionnelle des travaux de Paolo Veronese, l'un des plus importants peintres de la Renaissance. Fresques miniatures de nature religieuse, tableaux mythologiques et historiques et portraits. Plus de 50 œuvres sont exposées à l'occasion de la première monographie consacrée au maestro au Royaume-Uni. Partez à la découverte de l'art de l'italien Veronese à la National Gallery jusqu'au 15 juin. Le pape ne rencontrera pas l'équipe du film Noé.
C'est le magazine américain Variety qui l'annonce. Une rencontre était prévue entre le Saint-Père et l'équipe du film de Darren Aronofsky avec notamment Russell Crowe. La rencontre était prévue mercredi matin au Vatican. D'après le journal américain, les équipes papales craignaient des émeutes. D'autres sources estiment que cette annulation est diplomatique. Certaines voix religieuses estiment que le scénario du film de Darren Aronofsky prend un peu trop de liberté avec la Bible. Lui, il en a pris des libertés, il les a toutes prises. Marcel Gottlieb, dessinateur français, il va fêter ses 80 ans. Pour ceux qui sont nés à la fin du XXe siècle, Marcel Gottlieb a fait rire toute une génération. Il avait un esprit, enfin il a toujours d'ailleurs un esprit frondeur, impertinent, décalé, cachait aussi une profonde mélancolie. Une exposition rend hommage à Marcel Gottlieb. C'est à Paris et c'est le récit de Sandy Fortis. Il a révolutionné le monde de la BD comique dans les années 60-70. Marcel Gottlieb, plus connu sous le nom de Gottlieb, va bientôt fêter ses 80 ans. L'occasion rêvée de lui rendre hommage, et c'est le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris qui a saisi cette opportunité. Les fans de Guéluron, de la Coccinelle, de la rubrique à braque ou des dingos dossiers ne sauront plus où donner de la tête. Les mondes de Gottlieb, ce sont près de 200 planches originales publiées mais jamais exposées, ainsi que des archives photographiques, écrites et audiovisuelles. Une exposition pour laquelle le célèbre dessinateur a mis la main à la pâte, même si celui-ci n'a jamais considéré avoir bouleversé le monde de la BD. J'avais pas du tout l'impression à l'époque de révolutionner quoi que ce soit. J'avais surtout l'impression d'être très heureux parce que ça faisait marrer Goscinny. Jusqu'au 27 juillet, les visiteurs auront aussi l'occasion de mieux connaître cette icône du 9e art. Né dans une famille juive hongroise le 14 juillet 1934, Marcel Gottlieb a été caché pendant la guerre pour échapper au sort que son père a malheureusement connu. Un passé qu'il ne mentionne que rarement dans ses créations, même s'il avait pour habitude de s'inviter dans ses planches. Une façon peut-être d'exorciser quelques démons. Je suis extrêmement complexé, donc ça me faisait du bien. J'avais l'impression de me venger de mes complexes en faisant le con comme ça. Un sens du gag et de la dérision poussé à l'extrême, des histoires complètement loufoques, un culot monstre et un trait reconnaissable entre mille. Gottlieb est certes un personnage comme il en existe peu, une originalité que l'exposition du Mage tente de démontrer le plus fidèlement possible, notamment grâce à un docu-fiction réalisé par Patrice Lecomte en 1974, mais qui n'a jamais été diffusé. Un film inédit de 26 minutes intitulé « And My Name is Marcel Gottlieb ». On pourrait se demander pourquoi le réalisateur des Bronzés, de Ridicule et de La fille sur le pont s'est intéressé à ce génie de la BD. Il s'agit en fait du premier épisode d'une série sur la bande dessinée qui n'avait jamais vu le jour. Hommage ultime à ce géant de la bande dessinée qui ne s'est jamais pris au sérieux et dont l'objectif a toujours été de faire rire les autres. Mission accomplie. Écrire, inventer, créer en prison, c'est le projet de plusieurs femmes détenues à Rennes en France. Elles ont sorti un journal, il s'appelle Citadelle. Le 4e numéro vient de voir le jour et c'est le récit d'Ariane Hassan. La serial killeuse a découpé tes mots, tu sais plus quoi faire, t'as composé 17. C'est derrière ces murs, à la prison des femmes de Rennes, que Chloé a écrit ce texte de rap pour le magazine trimestriel Citadelle. Un journal écrit par les femmes détenues, pour les détenus, mais aussi le grand public, en partenariat avec l'association Les Établissements Bolek, à l'initiative du projet. En fait, on est content d'avoir accompli quelque chose, et puis aussi en fait le fait on peut s'exprimer quoi. Voilà, c'est une parole, peu importe le thème, hein. C'est une parole écrite qui sort. C'est en delà des murs, il n'y a plus de frontières. Aujourd'hui, les rédactrices planchent sur le 4e numéro. Au sommaire, des sujets légers, intimes ou plus sérieux. Je pense que c'est là-dedans qu'on parle du vote et tout. Moi, c'est vrai que je pensais qu'on ne pouvait pas voter. Et du coup, j'en ai appris beaucoup. Catherine fait partie des mordus. Elle a participé à tous les numéros depuis le lancement du journal il y a 1 an. Je me suis prise à ce jeu. J'aimais écrire, mais là, je suis vraiment piquée. C'est une drogue, mais une bonne drogue. C'est bon. À la fois, c'est gratifiant. C'est, comment dire, moi, je grandis là-dedans.
Les idées ne manquent pas, la difficulté c'est davantage d'apprendre à collecter et vérifier les informations. Le magazine est relu par l'administration pénitentiaire avant publication, mais selon la formatrice Audrey, avec la rigueur, tous les sujets peuvent être abordés, comme par exemple l'interdiction de commander des sextoys pour les détenus à Rennes. On a pu le dire dans le journal sans être censuré, tout simplement parce que l'info elle était vraie, elle était vérifiée, les filles avaient enquêté, elles avaient cité leurs sources et du coup l'administration qui respecte le travail n'avait aucune raison de censurer. C'est ce que j'explique aux rédactrices, c'est que quand vous prouvez, le discours il passe et on n'est pas censuré. Le prochain numéro, tiré à 500 exemplaires, sort début mai au centre de détention et en accès gratuit pour le grand public sur Internet. Voilà, un journal qui s'appelle Citadelle. C'est la fin du Culture Mag. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos programmes et ce journal en VOD sur notre site www.i24news.tv. Juste après, c'est les infos. Quant à nous, on se retrouve demain à la même heure, au même endroit. Merci.